Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire intitulé Rentrée 2022, quel modèle numérique au service de l'expérience étudiante. Un thème que nous ne finirons pas d'explorer, tant la révolution digitale est immense et les contours des usages encore extrêmement vastes. Alors, quel constat a tiré de l'étude sur le rapport Connected Student de Salesforce? Salesforce, qui est notre partenaire et avec qui nous irons tout à l'heure décrire cette étude qui nous sert de base à ce webinaire. Je vous propose quelques chiffres que Gérald de Cavin, qui est de Salesforce, nous approfondira. 80% des étudiants estiment qu'ils ne devraient pas avoir à fournir la même information à différents services. Les étudiants font des recherches sur les différents établissements à l'aide des canaux digitaux. C'est un acquis. L'appartenance joue un rôle majeur dans la réussite des étudiants. L'appartenance à une communauté. La technologie contribue à la création d'une communauté solidaire. Les étudiants veulent se parler 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est des éléments que Gérald nous décrira tout à l'heure. Et évidemment, quand on a tous ces chiffres sur l'engagement des étudiants et le désir des étudiants de changer d'étape, de changer de vie digitale, de changer de vie collective à la lueur des outils, eh bien, on se pose des questions dans les universités et dans les grandes écoles et on essaiera de les adresser, ces questions, dans quelques instants. Alors, mes intervenants et mes invités aujourd'hui pour ce webinaire Campus Matin, Jean-Charles Clément, directeur de l'excellence académique à l'EM Lyon. Bonjour, Jean-Charles. Bonjour, Gilbert. Bonjour à tous. C'est bien le titre exact, directeur de l'excellence académique. C'est pour vous dire qu'on tape au sommet. Alain Goudet, qu'on connaît bien, DGA de Neoma Business School, c'est récent, DGA, on peut le dire, parce que vous occupiez de la transformation digitale. Et pour vous dire l'importance que prend aujourd'hui le digital dans les grandes écoles, eh bien, on l'a fait passer au cran du dessous, juste à la gauche ou à la droite de Delphine Monceau, directeur général adjoint. Bonjour Alain. Tout à fait. Bonjour à tous. Nathalie Hector, directrice de l'innovation et du Learning Center à Schema Business School, une grande école de commerce, là encore, présente sur plein de continents, si je ne m'abuse, avec ses implantations en Chine, aux États-Unis, en Afrique du Sud et au Brésil. Et voilà. Oui. Ça ne veut pas dire que Neoma n'est pas présent là, dans ces pays-là, mais d'une manière différente avec des partenaires prestigieux, j'en suis sûr. Voilà, je dis ça pour ne pas m'attirer les foudres d'un côté ou de l'autre. Pierre Boulet, parce que l'université est bien là et elle est importante, l'Université de Lille, vous êtes vice-président numérique et vous êtes aussi vice-président de l'association VPNUM. Bonjour Pierre. Bonjour. Et je vous le disais, Gérald de Cavin, responsable du succès client chez Salesforce, notre partenaire sur ce webinaire. Gérald, j'ai envie que vous preniez le lead et la parole pendant quelques minutes pour nous expliquer, ce qu'est Salesforce dans l'univers du supérieur et surtout, ce rapport dont je parlais qui s'appelle Connected Student, c'est-à-dire qui fait le point sur le digital et les étudiants, mais dans le monde entier. C'est intéressant ce benchmark que vous avez fait sur les attentes des jeunes aujourd'hui. Bonjour tout le monde et merci Gilbert. C'est vraiment un plaisir de pouvoir participer à ce séminaire, à ce webinaire et puis de partager un peu nos constatations aussi au sein de Salesforce. Donc Salesforce, c'est une société qui édite des logiciels de gestion clientèle essentiellement, qui a plus de 20 années. On est une grande entreprise américaine. Et puis, on a plusieurs secteurs d'activité, notamment un secteur d'activité qui touche l'éducation avec des personnes qui ont de l'expérience, qui ont passé des années au sein de l'éducation et ainsi soutenir les différents clients pour gérer leur clientèle, à savoir les étudiants, sur l'ensemble de leur parcours d'activité. Et puis, comme vous le mentionnez, Gilbert, Salesforce, depuis quelques années, établit un sondage auprès de plus de 2000 personnes au travers du monde. Donc, c'est plus de 10 pays, notamment 9 pays en Europe, dont la France en fait partie. Et puis, on parle de plus de 2000 personnes. Et ce n'est pas que des étudiants, c'est la moitié des étudiants et la moitié, c'est des collaborateurs, collaboratrices des différentes institutions qui ont participé à ce sondage, pour voir quelles sont les tendances, pour voir quels sont les besoins et les attentes de tout un chacun. Et puis, c'est vrai que ce rapport, donc, vous pouvez le consulter sur le site de Salesforce en recherchant le rapport sur l'étudiant connecté. Leur dernier rapport va être disponible d'ici peu. Le sondage a été effectué entre le mois d'avril et le mois de juin de cette année. Donc c'est frais, quoi. C'est frais. Exactement, c'est tout frais. Mais c'est gratuit. C'est gratuit, ben oui, bien sûr, oui. Ça, c'est gratuit. C'est super intéressant, justement, de voir quelles sont ces tendances et ce qui ressort.
Peut-être que Gérald, vous pourrez donner dans le chat le lien pour le télécharger. Oui, oui, je le mettrai un petit peu plus tard. Très bonne idée. Et en fait, une constatation personnelle aussi par rapport à ce rapport, hein, ce que les étudiants et les employés attendent aujourd'hui, c'est ce qu'on a vu aussi dans les différentes autres industries. Hein. On souhaite avoir une connexion facilitée, des solutions simples à utiliser. Et aujourd'hui, quand on interagit avec le milieu bancaire, avec le milieu des assurances ou d'autres services en ligne, on souhaite exactement la même chose, ne pas avoir à redonner l'information 1000 fois, de facilement accéder à l'information. Et c'est ce qui ressort de ce rapport au fil des différentes années. Avant la pandémie, on avait constaté qu'en moyenne, et ça c'était un chiffre que j'avais trouvé incroyable, les différentes institutions avaient en moyenne 35 différentes solutions où l'information était répartie. Donc, les étudiants, forcément, quand ils étaient en face de différents départements, dans les différentes institutions, devaient répéter sans arrêt la même chose, la même information. Et pour les collaborateurs, les collaboratrices, on avait exactement la même frustration parce qu'ils passaient du temps à rechercher l'information plutôt que de soutenir les étudiants au travers de leur parcours et des différentes demandes qu'ils avaient. Alors, c'est vrai que la pandémie est arrivée. Il y a des transformations qui ont eu lieu, des transformations sur des technologies qui étaient déjà existantes, la connexion à distance entre autres. Mais elle a permis, cette transformation à illustrer aussi un déficit, on va dire, technique, aussi du côté des étudiants. Tout le monde n'était pas égal sur la façon dont ils pouvaient accéder à ces informations-là. Tout le monde n'avait pas un accès Internet ou tout le monde n'avait pas un ordinateur portable. Donc, tous ces éléments-là se sont mis ensemble. Et aujourd'hui, après la pandémie, ce qu'on est en train de constater, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un genre d'exercice qui est en train de se réaliser, des réflexions qui se mettent en place pour dire, OK, on est parti d'un monde où on était vraiment plutôt dans la salle de classe, moins connecté, à tout connecter. Mais quels sont les avantages, les inconvénients, où est-ce qu'on doit travailler? Et il y a beaucoup de réflexions de ce côté-là. On va dire qu'aujourd'hui, nos clients sont plutôt en mode planification. Alors, c'est sûr qu'ils sont moins frileux dans les investissements technologiques. Et c'est vrai que par le passé, peut-être que l'éducation avait peut-être un train de retard de ce côté-là. Maintenant, elle est en train de le rattraper. Ce qu'on voit encore, c'est que les étudiants souhaitent être convaincus sur la valeur ajoutée que les différentes institutions vont leur donner. Ils vont choisir leurs institutions basées sur le potentiel d'employabilité qu'ils vont avoir. Plus de la moitié des étudiants nous redonnent cette information-là. Mais aujourd'hui, on a encore un tiers de ces étudiants qui nous disent que l'expérience n'est pas fantastique avec leur institution. Et puis, il y a uniquement 10% de ces étudiants qui disent qu'ils ne se sentent pas vraiment connectés à leur communauté. Donc, il y a encore bien du travail à effectuer. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a vraiment 4 thèmes qui se différencient aujourd'hui. La première, c'est de revenir sur les valeurs de l'éducation, qui est effectivement de développer les personnes avec plus de diversité, d'équité, et puis inclure les différentes personnes dans la façon de délivrer les formations, les programmes, plus de flexibilité. On voit apparaître des puzzles que les étudiants souhaitent maintenant pouvoir préparer eux-mêmes et ainsi vraiment définir eux-mêmes leur parcours d'apprentissage. Et la partie aussi qui émerge, c'est tout l'impact social. On parle de la durabilité. On sait que les Nations Unies ont mis en place ce programme dont fait partie l'éducation pour un monde durable. Et ça devient une part importante dans les valeurs que les différentes institutions maintenant sont en train de mettre en place. L'autre élément clé, c'est la partie reconstruire cette communauté d'étudiants, s'assurer que la collaboration entre étudiants et étudiantes fonctionne bien avec des outils adaptés à leurs besoins. Moi, j'ai 2 enfants, notre garçon a 19 ans aujourd'hui. Je ne lui envoie pas des emails pour communiquer avec lui. Par contre, c'est d'autres moyens de communication.
Et les écoles sont aujourd'hui en train de développer ces nouveaux canaux d'engagement avec leurs différents étudiants. Vous mentionnez, Gilbert, une écoute attentive, c'est du 24 sur 24, 7 jours sur 7, donc d'avoir des ressources à disposition qui permettent de les aider. Être aussi transparent dans la communication, accepter aussi que l'institution n'est pas parfaite, hein, et de travailler avec le milieu étudiant pour développer et corriger ses faiblesses pour améliorer justement toute cette expérience. Un troisième thème concerne tout l'apprentissage hybride. On l'a mentionné tout à l'heure, une partie doit être en ligne, une autre partie délivrée de différentes manières. Et toutes ces réflexions-là, on va l'aborder tout à l'heure aussi, sont importantes. C'est pas tout du online, c'est pas que du sur site. Donc les choses doivent s'adapter avec des modules qui sont très flexibles. Ça nécessite aussi de nouvelles compétences au niveau de la faculté, au niveau des employés, et un effort de développement doit être également entrepris de ce côté-là. Et le dernier élément, c'est la connexion avec les employeurs. Donc, comme je le mentionnais, plus de la moitié des étudiants vont choisir aujourd'hui leur école en fonction de l'employabilité qu'ils vont avoir dans le futur. Donc, tous ces éléments qui font partie de leur apprentissage, mais pas seulement sur des compétences métiers, mais c'est aussi des compétences qui sont plus sociales. Ils attendent ce type de développement-là, ce type de sujet abordé. Je reviens sur l'exemple de notre fils qui me disait « Mais pourquoi je n'apprends pas à préparer ma feuille d'impôt à l'école? Parce qu'aujourd'hui, j'en ai besoin. » Et ça, c'est des éléments dans les réflexions. C'est un Suisse qui nous dit ça en plus. Hein. En plus, c'est un Suisse qui nous dit ça, exactement. Et d'utiliser aussi le réseau des alumni, plus également en tant que mentor pour les étudiants, et de connecter toute cette communauté qui permet de développer la compétence depuis le début, lorsque l'étudiant s'engage avec l'école, mais aussi au cours de son parcours et sur la fin également. Donc voilà Super. Un peu les grands thèmes. Merci, c'est passionnant. Hein, c'est passionnant. Je remercie Claire Jolibois du VSQ qui nous dit « Merci pour ce webinaire, on vient à peine de commencer. On part sur de bons auspices, hein, si je puis dire. » Nathalie, Alain, Jean-Charles, Pierre, on va commencer avec l'université. Qu'est-ce que ça vous inspire? Alors, comme vous adressez beaucoup de gens, hein, mécaniquement à l'université, beaucoup d'étudiants, hein, plus que dans une grande école, qui même si elle est grosse, il n'y aura jamais autant d'étudiants qu'à la Sorbonne ou à Lille, 35 solutions qui étaient imposées aux étudiants. Ça veut dire qu'il y a un boulot pour faire converger vers une sorte de guichet unique. Hein. On voit bien qu'il y a une problématique qui a été soulevée par les étudiants, un besoin de fluidité, de facilité. Oui, l'Université de Lille, c'est la plus grande université de France en nombre d'étudiants, c'est 80 000 étudiants. On a plusieurs écoles internes. On a 2 écoles d'ingénieurs, une école de management, un IUT, voilà, des grandes composantes, une école de Sciences Po, une école de journalisme. Voilà, donc on a un périmètre qui est énorme, et la question de l'engagement de l'étudiant, de la reconnaissance, de la participation à un groupe, elle se pose à différentes échelles. Elle se pose à l'échelle de sa promotion, elle se pose à l'échelle de sa composante ou de son école, elle se pose à l'échelle de l'établissement, l'Université de Lille. Et quand on a une taille pareille, on essaye, dans le domaine du numérique, de fournir des outils à tout le monde. Donc l'inclusion est particulièrement intéressante. On a des composantes qui sont plus ou moins riches de par leur histoire. Et donc, essayer de fournir des outils au meilleur niveau à tous les étudiants, ça fait partie de ma mission, moi, en tant que vice-président de l'université, donc de l'établissement. C'est compliqué? Et donc, est-ce que c'est compliqué? Parce que 80 000 personnes, c'est pas du tout… on est dans un processus industriel. On industrialise les solutions. On n'est plus dans l'artisanat, on n'est plus dans le petit outil ad hoc qu'on va pouvoir adapter très finement à une population réduite. On est tout de suite dans le problématique de passage à l'échelle, de l'industrialisation, et donc on a développé des compétences là-dessus, et on a aujourd'hui une offre d'outillage qui est très très complète pour l'ensemble de nos composantes.
Alors, donc, on est bien d'accord, hein, vous êtes en train de nous dire, c'est que finalement, il faut passer à quelque chose d'industriel quand on est à l'échelle comme ça. Et est-ce que c'est pas simple, j'imagine. Alors, on a vu juste, je vous passerai la parole pour faire un premier tour de table avec Nathalie et nos intervenants. Est-ce que d'abord, ça a été une première chose, Nathalie, Alain ou Jean-Charles, le fait de simplifier, en fait, puisque c'est ce que nous disait Gérald, c'est qu'en fait, c'était compliqué pour un étudiant quand il est arrivé sur un campus, il y avait trop de solutions, trop de choses, de guichets d'entrée, de points d'entrée. C'est aussi un élément avant de parler de l'expérience, voire de la pédagogie. Nathalie. Je dirais que globalement, la première question, avant de la voir d'un point de vue numérique, elle se pose déjà au niveau du mode de fonctionnement de l'école. Après, le numérique, c'est presque un jumeau dans l'histoire, hein. C'est que vous avez un guichet unique en termes d'information à partir du moment où chacun sait ce qu'il a à faire et qu'il y a une correspondance. Et à partir de là, je pense que c'est plus simple par rapport à ce qui a été dit juste avant, entre un modèle universitaire avec des écoles différentes versus une école de management. Voilà. Éventuellement, ça peut être un sujet à travers les différents campus. On parlait des campus tout à l'heure, où chaque campus a aussi des spécificités, un mode de fonctionnement d'un pays à un autre. On n'a pas forcément les mêmes outils aussi, tout simplement parce qu'il y a des réalités locales. Mais je pense que pour le coup, nos écoles de management respectives sans parler pour Alain ou Jean-Charles, ont quand même une structure qui est assez commune sur la façon dont on s'adresse aux étudiants pour prendre contact avec eux. Et après, à travers notamment LMS, des chatbots et autres choses qui se sont structurées depuis un certain temps maintenant dans nos écoles. Alain ? En fait, je crois que la problématique dépasse largement le cadre simplement de l'enseignement. C'est-à-dire qu'on voit bien que les outils numériques façonnent aujourd'hui complètement nos modes de pensée et nos fonctionnements de société. Donc, c'est vrai que les constats qui sont menés par Salesforce auprès des étudiants peuvent être largement transposés à des clients d'une enseigne, dans différents contextes. Et il est clair qu'aujourd'hui, le moindre petit grain de sable constitue un irritant. Donc, était mentionné le fait de saisir effectivement 2 fois la même information. Bon, au final, ce n'est pas vraiment une surprise parce que ça soit finalement dans nos contextes d'enseignement ou dans des contextes autres de liens entre une personne et une organisation, aucune personne là autour de la table n'aimerait saisir 2 fois la même information. Et on le sait quand même. Donc c'est vrai qu'on a ce constat-là qui fait que quelque part le niveau d'exigence globale augmente de manière très très forte. Et c'est vrai finalement pour nos étudiants et quelque part c'est vrai aussi pour l'ensemble de nos partenaires. Après, je rejoins complètement Nathalie, c'est-à-dire que le vrai sujet et le vrai point de départ finalement sur ce sujet, c'est pas tant un aspect outil. Évidemment, la conséquence, ça va être de faire un certain nombre de choix au niveau des outils. En revanche, c'est déjà de clarifier très clairement les process, les modes de fonctionnement, les modes opératoires, finalement, qui vont faire que l'expérience va être fluide. Et le support numérique ne va être qu'un soutien à la fluidité de cette expérience-là. Donc, c'est extrêmement important de démarrer toute cette histoire-là par le point de départ, qui est d'être focalisé sur nos étudiants, d'être focalisé sur l'expérience que nos étudiants vont vivre tout au long, finalement, de leur contact avec nos différentes entités. Mais Alain, vous êtes permis une petite coquetterie derrière vous quand même, hein? Parce qu'au moment où on parle du métaverse, vous avez dit, voilà, ça y est, je plonge avec des avatars, hein, c'est Second Life, c'est ça, c'est l'esprit. Vous êtes déjà. C'est pas si petit que ça, hein, parce qu'on parlait volume, effectivement, c'est toute la communauté Neoma. Donc, on parle quand même de 10 000 personnes qui, depuis septembre 2020, peuvent accéder effectivement à notre 4e campus en se connectant donc sous forme d'avatar et accéder à ce monde virtuel persistant, ce qui nous permet de dérouler en fait pas mal finalement d'événements ou de points clés, de touch points, comme on dit dans le monde de l'entreprise, qui sont des moments assez clés de points de contact avec nos étudiants. Un exemple très concret, nos étudiants internationaux ont été quelque part pré-accueillis en fait dans notre campus virtuel persistant dans cette période où on ne savait pas trop en termes de possibilités de partir de leur pays, d'arriver en France, les règles, etc. On a souhaité finalement très tôt leur donner accès via ce mécanisme de monde virtuel persistant et de connexion par avatar
à ce que peut être l'expérience étudiante au sein de Neoma. Jean-Charles, est-ce que vous êtes avec nous? Alors, qu'est-ce que ça vous inspire tout ça? J'imagine que ça résonne aussi, parce que si je fais un peu de regard dans le rétroviseur, vous êtes allé très, 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 très loin dans le digital, avec votre prédécesseur qui avait pour ambition d'aller encore. Alors, vous êtes revenu un petit peu en arrière, ou peut-être plus raisonnable, je ne sais pas, vous donnerez votre analyse, mais en tout cas, cette dimension digitale, elle a été toujours omniprésente à l'UMU, et très tôt d'ailleurs. Oui, tout à fait. On a toujours voulu développer cette dimension de la digitalisation, même avant le Covid, puisqu'on avait même carrément lancé un programme 100% online, donc avec du synchrone distanciel et de l'asynchrone sur un public d'executive education, et donc avant même le Covid, et qui a très bien marché, ce qui permettait d'ailleurs de renforcer cette idée de se dire que faire de la formation en digital, ça peut très bien fonctionner avec un niveau d'accompagnement. Donc ça dépend aussi, et pour rebondir sur ce que disait notamment Pierre, et cette question de l'industrialisation, c'est toute notre difficulté dans notre secteur, c'est d'industrialiser nos process tout en ayant un sentiment de personnalisation côté de nos étudiants et de nos participants. Donc c'est toute la difficulté, et c'est grâce à… une injonction contradictoire, c'est ça. Exactement. Donc du coup, c'est la difficulté, et c'est tout le défi que nous avons également dans nos différentes écoles. Alors Pierre, on vient de parler de vous, et je reprends la balle au bond et je vous redonne la parole si vous êtes d'accord, mais moi ce qui m'effraie, Gérald, vous commentez avec moi, évidemment, parce que vous êtes apparu comme l'expert du coup, puisque vous nous avez présenté les grandes tendances, donc n'hésitez pas à me faire un petit signe et puis un commentaire sur ce qui est dit, parce que quand on a préparé cette table ronde, on se posait la question, Pierre, notamment quand on a 80 000 étudiants, on est tellement dans la stratosphère, c'est-à-dire qu'on parle de 10 000 étudiants à Neoma ou à Schema ou Lyon, qui sont des grandes écoles par le nombre, des grandes écoles de commerce. Mais est-ce que cela nécessite un engagement financier massif et qui rend complexe justement cette industrialisation? Oui, d'une part parce que le numérique c'est matériel, c'est pas dématérialisé, ça repose sur une infrastructure. Donc mon vrai titre, c'est vice-président infrastructure numérique. Donc moi, je m'intéresse au matériel, donc au réseau, au data center, à l'équipement en machine. On gère 18 000 postes de travail, par exemple, à l'université de Lille. On a des centaines de kilomètres de fibres optiques qui sont gérés par nous-mêmes pour connecter on a 5 grands campus et une vingtaine d'implantations. On opère nous-mêmes notre infrastructure réseau, sans compter les réseaux de campus, les réseaux de bâtiments. Tout ça, c'est des gros investissements. Quand on est passé complètement à distance et qu'on nous a fait miroiter la commodalité pendant une période de la crise sanitaire, on s'est dit, oulala, il va falloir mettre des caméras dans tous les amphis de l'université, dans toutes les salles de classe. Et ça, c'est des investissements qu'on a lancés et qui ne sont pas finis, parce qu'on a 650 000 mètres carrés de bâtiments. Et donc, gérer un tel patrimoine, c'est très cher. Alors, le numérique, comparé au patrimoine immobilier, c'est un facteur 10 en moins en coût, les ordres de grandeur, mais c'est quand même très, très significatif à l'échelle d'un établissement. Et ça, ce n'est que l'infrastructure matérielle, je dirais, mais il y a tout le logiciel. Quand on prend une licence Zoom pour l'Université de Lille, ça nous coûte 130 000 € par an. Ah, quand même. Bah oui. Et sans compter aussi les compétences, justement, je soulève un problème qui est moins compliqué dans les grandes écoles, ils sont plus libres, on va dire, sur le plan réglementaire, mais sans compter que vous devez recruter des compétences spécifiques. Un ingénieur réseau, par exemple, il en faut au moins un, j'imagine, sur une… Ah, mais on a… Oui, bien sûr. On a dans notre direction du numérique qui gère toute la partie infrastructure, logicielle et matériel, on a 180 personnes. Donc, on est une vraie entreprise du numérique, quelque part, à l'Université de Lille. Mais c'est le cas il y a beaucoup plus de gens en scolarité, par exemple. Heureusement, oui, c'est notre mission principale. C'est une belle ESN, quoi, votre histoire. Oui, pratiquement, ouais, on a des compétences et on a des projets d'une ampleur qu'on retrouve finalement des fois rarement dans les entreprises. Donc, on peut aussi attirer des talents par les missions qu'on confie à nos personnels, même si on ne les paye pas et de loin aussi bien que dans le privé. Donc là,
à la fois de masse salariale et de grille de rémunération qui font qu'on a du mal à attirer les personnels qui font tourner toute notre boutique. Alors, une question aussi que je pose à Nathalie, Alain, Jean-Charles, et Gérald pourra nous le dire, parce que c'est vrai que le complément sur, vous parlez de solutions logicielles notamment, ou de solutions tout simplement, les investissements que vous avez consentis ont été accélérés pendant le Covid, mais ils ne se sont pas arrêtés par construction, puisque j'imagine que là, on est dans un campus virtuel qui doit évoluer en permanence. Le métaverse, ça sera encore une évolution complémentaire. Nathalie, est-ce que la ligne budgétaire sur cette expérience, cette chaîne de valeur pédagogique, c'est forcément un budget qui est important et qui ne diminue pas en fait, parce qu'on vous a fait souvent le reproche de faire des cours dégradés, puisqu'il n'y a plus de profs en physique, mais en fait non, c'est un investissement permanent, j'imagine. En fait, il y a deux choses. Il y a eu la réaction à la Covid, en fait, tout bêtement, où on se retrouve dans ce qu'on a tous appelé la continuité pédagogique. Donc, je dirais globalement, on a tous fait en sorte que nos étudiants aient un accès à leurs cours et puissent suivre en fait une scolarité telle qu'elle était envisagée. Bon, je suis un peu embêtée parce que du coup, je dirais, non, on n'a pas changé grand-chose, tout simplement parce qu'à partir du moment où l'ensemble des cours se déroulent depuis toujours sur les différents campus, ne serait-ce que les campus français. Quand on a fait cette démarche-là, en fait, l'investissement, ça fait très longtemps qu'il est entamé en fait pour Schema. Par contre, moi, j'en profite pour dire deux choses, peut-être pour mettre les pieds dans le plat ou pas, mais oui, on investit dans le numérique. Oui, ça continue d'être important. C'est essentiel sur différents sujets de la chaîne de valeur dans ce que vit l'étudiant et pour que ça améliore son expérience. C'est le thème du webinaire du jour. Mais je pense qu'on a surtout beaucoup à investir dans l'expérience telle qu'on la souhaite dans l'apprentissage, que ce soit aussi bien sur du présentiel que sur le numérique, parce que on a vu surtout pendant la Covid, il y avait une vraie contrainte, il y avait un vrai besoin pour l'étudiant d'accéder en fait en ligne à ses cours, et c'était aussi un impératif pour les écoles et les profs. Vous enlevez en fait cette obligation et la contrainte, et assez naturellement. Je pense qu'aujourd'hui, nos étudiants, ils ont surtout une priorité, c'est d'avoir de très bons cours délivrés sur les campus. Donc, je trouve que ça a été un très beau terrain de jeu pour voir, et je pense qu'on le sait, on se le dit souvent quand on échange avec Alain ou Jean-Charles, on se le dit régulièrement, c'est-à-dire que ce Covid a été, ou cette Covid, si on veut, a permis en fait de faire un bond en innovation assez rapidement. En 2 ans, on a eu des réponses sur des sujets qui étaient un peu, jusqu'à présent, de la science-fiction ou des idées préconçues, un peu comme dans d'autres secteurs avant nous, type le secteur du retail, où on nous expliquait il y a quelques années qu'il n'y aurait plus de boutiques et de commerce parce qu'on allait avoir Amazon. Force est de constater que c'est tout le contraire aujourd'hui. Par contre, c'est plus du tout le même mode de fonctionnement, et un commerce qui est resté à l'ancienne ne fonctionne plus aujourd'hui. Donc c'est l'alliance, le meilleur des deux. Et je crois que nos écoles ont eu cette chance-là, grâce à la Covid, de pouvoir découvrir le tout digital et ses limites, et il y en a beaucoup, et que le digital n'a de sens que s'il y a une pertinence pour l'apprentissage, parce qu'on est éloigné de son campus, parce qu'on est en apprentissage, parce qu'on a, enfin voilà, il y a une vraie raison. Et du coup, ça nous repositionne sur qu'est-ce qu'on doit faire en présentiel, qu'est-ce qui doit être fait en distanciel, quelle est la cohérence de prérequis qui peuvent être faits en distanciel pour pouvoir être meilleur dans la salle de cours, etc., etc. Donc ma réponse, elle est un peu à 2 niveaux. Voilà. Non, mais tu as dit, pardonne-moi, je te tutoie, Nathalie. Vous avez dit, Nathalie, quelque chose, me semble-t-il, fondamental, c'est il faut maintenant offrir le meilleur des deux à l'un. Il faut être excellent en digital et il faut être excellent en physique, parce que quand ils reviennent, il faut que ce soit aussi top que ce qu'ils ont eu. Alors, c'est la continuité de ce que je disais tout à l'heure. On est sur un public qui est, pour tout un tas de raisons, de plus en plus exigeant, mais dans un monde qui, globalement, est de plus en plus exigeant, et nos parties prenantes aussi. Et là, je pense plutôt aux entreprises qui vont recruter. Nos diplômés sont elles-mêmes de plus en plus exigeantes aussi. Donc, oui, clairement, il faut être très bon, tant en présentiel que sur le numérique. Concrètement, pour répondre à ta question sur le budget, sur les 5 dernières années, en termes d'investissement à Neoma, on est à 19 millions d'euros sur le numérique. Donc c'est pas neutre, et c'est évidemment quelque chose qui va continuer, parce que pour le coup, Gérald le rappelait bien, on est dans un monde où finalement, monde réel, enfin,
dans l'histoire, on opposait monde réel et monde virtuel ou monde numérique. Aujourd'hui, on sait bien que c'est extrêmement intriqué, c'est-à-dire que cette opposition-là n'a juste aucun sens. Et on n'est pas à un moment donné dans un monde numérique et puis le moment d'après dans un monde réel. En fait, le monde réel est de plus en plus numérique. C'est vrai que du coup, c'est extrêmement important de travailler cette dimension d'expérience qu'on souhaite les uns ou les autres proposer à nos étudiants. Et en fait, ça vient interroger, là encore, ce qu'on souhaite faire, c'est-à-dire que à Neoma, on essaye de travailler la question non pas sous l'angle de comment on numérise la pédagogie, mais plutôt sous l'angle de quelle est la pédagogie d'aujourd'hui / demain, et à quels endroits c'est pertinent d'aller utiliser tel ou tel outil numérique, et à quel autre endroit ça n'est au contraire pas du tout pertinent d'aller chercher du numérique. Donc en fait, on est dans cette phase de construction, une logique de portefeuille d'un certain nombre d'outils, où finalement le numérique va parfois être complètement absent, ça arrive, va parfois être le liant quelque part entre deux sessions de cours, donc finalement se glisser dans des interstices entre deux moments en présentiel sur nos campus, et puis parfois, parce que tout simplement l'expérience pédagogique est meilleure en utilisant tel ou tel outil numérique, effectivement, être le support principal de cette expérience pédagogique. Et c'est dans cet esprit-là qu'on a profité justement des 2 années liées au contexte du coronavirus pour capitaliser en fait sur finalement ce que provoquait la mobilisation de tel ou tel type d'outils, parce que Nathalie le rappelait, les uns ou les autres, finalement, on a eu ce truc assez impensable, quelque part, de basculer à 100% en ligne. Et on sait aujourd'hui, alors que parfois c'était une vision malgré tout défendue dans le secteur, qu'on pouvait faire toute la pédagogie en ligne, on sait aujourd'hui que c'est pas nécessairement le plus efficace. Donc, l'objectif, c'est de capitaliser sur cet enseignement-là et d'aller chercher un bon alignement entre les objectifs pédagogiques, le niveau, la discipline et évidemment les outils qu'on va mobiliser. Bon, Jean-Charles, j'ai oublié ma question parce que Alain et Nathalie, évidemment, ont digressé un petit peu. On parlait d'investissement effectivement massif. Mais en tout cas, je retiens ce qu'a dit Nathalie. Moi, j'aime assez cette idée. Il faut offrir le meilleur des deux. Et Alain l'a dit, il faut chercher les opportunités où c'est le mieux et les plus utiles surtout. Si je peux me permettre, pardon, allez-y, Jean-Charles. Ouais. Pour rebondir, c'est exactement ça dans cette logique-là. C'est que, par exemple, quand on a basculé tous, fameux mi-mars 2020, par exemple, à l'EM Lyon, on a basculé à plus de 800 Zooms à la semaine, comme ça, en claquant des doigts. Mais il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'on a fait du présentiel à distance. On n'a pas fait du distanciel. Donc, attention, on n'a pas fait des cours en distanciel. Ce n'est pas la même chose. Par contre, ça a permis clairement de voir les limites de ce fonctionnement-là, qui n'était pas, bien sûr, qui était un mode dégradé, comme tu l'as bien dit, Gilbert, tout à l'heure. Et donc, du coup, ça a permis de rechallenger les choses et de se dire, bon, qu'est-ce que véritablement on veut faire? Et c'est ce que a très bien dit, effectivement, Nathalie et Alain. Ça nous a permis de challenger. Et pour reprendre des éléments, nous, ça nous a clairement dit, il faut repenser effectivement l'intégralité des cours et à la fois l'intégralité de la chaîne de valeur pédagogique, c'est-à-dire à la fois de la sélection aux cours physiques, aux cours en distanciel, en dehors de la salle de cours également, le système d'évaluation de nos participants et de nos étudiants, jusqu'à la diplomation. Bref, on a, nous, de notre côté, à l'EM Lyon, on a clairement réinvesti sur l'ensemble de cette chaîne de valeur en rechallengeant les différents éléments pour que ça soit, encore une fois, on l'a tous dit, centré sur notre étudiant et participant qui a besoin de cette expérience, clairement. Gérald, un mot. Oui, je voulais intervenir parce qu'on doit vraiment différencier 2 éléments. Il y a tout l'accompagnement de l'étudiant dans son apprentissage et effectivement, le tout numérique, ce n'est pas ce qu'on recherche, c'est vraiment d'apporter de la valeur à ces étudiants, qu'ils aient le bagage suffisant pour pouvoir rentrer dans la vie professionnelle et suivre leur propre carrière. Et c'était effectivement ça pendant la pandémie. Tout est passé en numérique
mais là, cette valeur ajoutée n'était pas forcément présente. Et l'autre élément, c'est tout le soutien qu'on apporte derrière pour que la partie administrative soit la plus simple possible, de telle façon à ce que les collaborateurs de l'entreprise puissent consacrer leur temps à conseiller les étudiants, puissent les aider aussi dans d'autres domaines. On a vu beaucoup de challenges au niveau de l'état psychologique des étudiants dû à cette cassure sociale et du fait qu'ils étaient obligés de rester à distance. Donc, c'est un peu un tout. Mais ce que je voulais vraiment mentionner, c'était surtout cette valeur ajoutée qu'on devait apporter à nos étudiants, aux employés, et non pas considérer la technologie comme la solution miracle. On doit vraiment penser quels sont les processus qu'on souhaite améliorer, quelle valeur on va apporter à nos employés, quelle valeur on va apporter à nos étudiants, et uniquement à la fin, quels sont les outils qui vont nous permettre de ramener ces valeurs et vraiment de réussir dans cette direction-là. On peut peut-être prendre quelques exemples aussi. Oui, allez-y. Si, je pense à ça et je vais faire un peu de pub pour des diplômés de l'EMION notamment. On a utilisé par exemple une solution, une application qui s'appelle WAP, We Are Peers, qui a été développée par une diplômée de l'école, qui permet en fait tout simplement de faire de l'évaluation par les pairs, donc directement entre les étudiants, qui permet de partager les expériences entre les étudiants et carrément de renforcer l'engagement. Donc on a mis ça en place à la fois au moment du séminaire introductif du programme Grande École à l'école et à d'autres moments clés de l'école. Donc c'est pour cette raison que c'est vraiment important que ce sont des outils numériques qui sont au service, encore une fois, de la pédagogie et du suivi. On a des outils on a pris une autre application sur du suivi de projet avec FollowLab, par exemple. Donc, ça permet aux différents professeurs et intervenants de suivre à travers des projets, puisqu'on est de plus en plus également dans les écoles dans une logique de projet, et donc de faire de l'intelligence collective. Eh bien, on a une application qui permet de suivre et de piloter chaque projet, soit des projets tutorés, soit des projets de création d'entreprise, des projets de mémoire et autres, et ça de manière totalement fluide. Et donc, du coup, à chaque fois que l'on va regarder un projet, tout de suite, il y a une sorte d'identification et de personnalisation du groupe que l'on va accompagner durant plusieurs mois au niveau de la scolarité. Et on pourrait en citer plein d'autres. Mais du coup, ce sont plein d'outils qui permettent d'améliorer à la fois les profs et à la fois, bien sûr, le staff, comme tu l'as dit, Gérald, les administratifs, puisque là, il faut faire un suivi pédagogique assez clair, de savoir où en est l'étudiant dans sa scolarité, à quel moment il doit finir, est-ce qu'il a fait bien ses stages, ses échanges académiques, etc. Donc, hop, en cliquant sur un élément, boum, vous avez la fiche de l'étudiant. Et ça, c'est quand même très, très, très pratique. Alors, Pierre, un camarade, un collègue vous salue, Antoine Besnéard. Donc voilà, ça veut dire que on nous suit. Alors moi, j'aimerais savoir, Pierre, je vais vous poser la question. Quand je fais juste, comme non-expert, la synthèse de toutes les problématiques et tous les concepts à adresser avec le digital, c'est le partage d'expériences, la collaboration, le suivi, le dialogue, la réalité virtuelle, l'intelligence artificielle, l'asynchrone. En fait, je me demande, mais par quoi vous commencez en fait? Alors, je vous pose une question de béotien parce que je me dis, parce que le premier niveau, c'est on met du Wi-Fi pour tout le monde, au moins tout le monde peut se connecter, s'envoyer des mails. Le deuxième temps, c'est mettre. Ça, c'est pas facile. Effectivement, quels sont les concepts clés en fait qui doivent animer une stratégie digitale dans un établissement du supérieur? Je rebondis sur ce que disaient mes collègues avant, c'est l'étudiant. Voilà, c'est essayer de toujours avoir en tête le parcours de l'étudiant, sa réussite, et donc les choix se font en fonction de ce qui est utile pour l'étudiant. Voilà. Au final, c'est quand même notre mission principale, c'est de former des étudiants, et voilà. Donc, c'est le critère de choix. Maintenant, d'abord, c'est l'infrastructure. Hein. Vous n'avez pas de numérique si vous n'avez pas de réseau dans la salle. Hein. Donc, d'abord mettre en place les outils d'infrastructure matérielle, ensuite l'infrastructure logicielle, proposer des outils d'interactivité en cours, par exemple. Nous, on a pris des licences chez Booklab, qui est une start-up belge, mais il y en a d'autres. On a tout un tas, on a notre LMS, l'outil de gestion
des enseignements, qui est Moodle, qui est en place depuis très longtemps et qu'on essaye de maintenir au meilleur niveau technique. Et, voilà, donc des grands outils, un panel d'outils qui soit suffisamment large et polyvalent pour pouvoir supporter les différents usages que pourront proposer nos enseignants, et puis accompagner les enseignants dans l'usage de ces outils. Donc, faire des tutoriaux, des documentations, proposer des formations à l'utilisation des outils qu'on met en place, et à la mobilisation du numérique dans la pédagogie. Voilà, donc accompagnement, infrastructure, proposer une offre logicielle complète, la plus complète possible et la plus polyvalente possible, pour que les enseignants puissent se saisir de ces différents usages et innover au niveau pédagogique avec eux, mais aussi, en complément à ça, des soutiens à la pédagogie en tant que telle, des soutiens administratifs pour que les processus soient les plus fluides possibles. Voilà, donc le numérique comme outil, oui, mais c'est les processus d'abord, la formation à la pédagogie, la formation, tout ça qui permet d'exploiter correctement les outils numériques qu'on va mettre en place. Parce que quand Nathalie, quand on dit une école est digitalisée, c'est-à-dire que l'étudiant, il peut passer d'un monde à l'autre chez lui à l'école en ayant toujours les bons éléments au bon moment, toujours le bon contact au bon moment, éventuellement un suivi automatisé avec de l'IA ou des datas qui font remonter qu'il n'a pas fait ça ou ça. C'est aussi ça, cette espèce de porosité entre les deux mondes, hein, pas forcément dans le métaverse d'ailleurs. C'est pas très compliqué. Hein. Vous avez des sites web depuis longtemps, des espaces numériques de travail ou des ENT depuis très longtemps. Il y a des applications mobiles. Voilà, les technologies de communication numérique existent depuis peut-être pas très longtemps, mais une vingtaine d'années maintenant, et les établissements s'en sont saisis depuis bien longtemps. Donc, cette partie communication avec l'étudiant, elle existe et elle est déjà bien déployée. Ouais, peut-être que j'ai une vision encore. Nathalie, quand je parlais de ça, c'est évidemment Schema faisait ces réunions d'inauguration de l'année avec tous les campus connectés simultanément, c'est dans mon souvenir. Mais ça n'empêche qu'on voit bien, et en creux, il y a l'intelligence artificielle et les data qui sont autant d'éléments qui vont s'implémenter évidemment sur cet écosystème qu'on a monté digital. Donc on voit bien que je posais la question sur par quoi on doit commencer quand on pense digital. C'est tout ça en même temps ou c'est, comme dirait Pierre, une fourniture minimum et puis implémentée à chaque fois de manière séquentielle? Potentiellement, il y a une approche de base, c'est que c'est un peu du Maslow, quoi. Hein. Si on n'est même pas sur, c'est le Maslow du digital qu'on voit parfois sur les réseaux sociaux, mais enfin, à la base, il n'y a déjà pas de Wi-Fi, c'est pas la peine d'aller à l'étape d'après. Donc, c'est vrai que ça reste quand même potentiellement un sujet, on le sait, hein, pour certaines structures. Donc, déjà, vaut mieux investir lourdement sur ce type de choses qui, pour les étudiants, pour n'importe qui d'ailleurs, on se rend compte finalement, hein, on prend le train, il n'y a rien de pire que quand on prend un train, voir la connexion du Wi-Fi et puis de voir qu'on a un débit qui est juste catastrophique et qu'en fait on est en incapacité, sauf avoir téléchargé son film avant de monter dans le train, de pouvoir le regarder. Bon, ça veut dire qu'il y a un vrai problème. Donc ces basiques-là sont un des impératifs aujourd'hui. Après, il y a plusieurs points d'entrée. Je pense que nos écoles sont fortement intéressés autour des enquêtes de satisfaction qui quand même nous suivent toute l'année. Je pense qu'on travaille tous avec ces enquêtes de satisfaction, à minima 2 fois par an pour l'enquête globale, plus les enquêtes de fin de cours qui sont quand même assez intéressantes et qui permettent de repérer 2 choses. C'est comment on améliore la qualité d'un cours. Et là, en fait, c'est l'évolution des standards des cours qui sont à structurer. On sait très bien, on l'a vu, Jean-Charles le disait sur les cours Zoom 3 heures, ça n'a aucun intérêt un cours de 3 heures en distanciel, sauf à y structurer une autre approche, donc avec beaucoup de... Voilà, une scénarisation pédagogique est complètement revue, donc ça ouvre d'autres typologies de sujets. Je pense qu'en fait, là, on peut se structurer... Tu vois l'expérience, en fait. Hein, l'expérience. T'es complètement sur l'expérience, avec une particularité, il faut prototyper. Je crois que c'est ce qu'on fait tous. On a un peu des pratiques qu'on se partage d'ailleurs sur d'autres, en dehors de l'émission. On se connaît aussi pour se partager des moments un peu intéressants, on prototype des choses, on a des cas d'usage, on regarde ce que ça fait, est-ce qu'il y a une amélioration de l'engagement de l'étudiant, et si oui, on continue, on crée des templates, si le template fonctionne pour un groupe de 50 étudiants, alors on le développe, est-ce qu'on a une scalabilité des projets? Je crois que ça c'est un sujet, parce qu'on a cité beaucoup de noms.
On travaille avec des EdTech. C'est vrai qu'une EdTech, c'est intéressant parfois sur un point. Et puis, parfois, on se rend compte qu'en fait, quand on essaye de passer à l'échelle, bah, c'est plus du tout en fonctionnement. Donc, voilà, ça veut dire qu'on est énormément dans de l'exploration. C'est au cœur du métier même dans les écoles aujourd'hui. Ces directions de l'innovation ont tout un pôle d'exploration important. Et puis après, je dirais pour le reste, sur la partie un peu transformation des services ou des activités d'une école, je crois qu'il faut aussi partir de choses simples, de modes de fonctionnement simples. C'est dans une enquête de satisfaction, qu'est-ce que l'on prend? On prend les éléments les plus négatifs. Alain disait tout à l'heure les irritants, c'est clairement ces points-là. Donc il y a des irritants qui font que si on les gère une bonne fois pour toutes, on a un taux de satisfaction qui remonte très très fortement et qui va couvrir un certain nombre de points. Donc vaut mieux concentrer son énergie sur les irritants lourds, et éventuellement prendre un peu moins de temps pour des choses qui sont dites secondaires pour nos étudiants. Voilà. Et au fur et à mesure qu'on avance sur la gestion de ces irritants, du plus important au moins important, on arrive à améliorer significativement l'expérience étudiante. Mais je crois qu'on a une chance énorme dans notre secteur, ce qui n'est pas le cas d'autres secteurs comme les banques ou autres, c'est que finalement, on a notre étudiant qui est aussi qui vit avec nous au quotidien. Donc, on ne peut pas se permettre de raconter des histoires à des étudiants. On peut pas, voilà, ils peuvent pas en fait se dire tiens, bah, c'est le soir où on ferme les rideaux puis on peut un peu travailler sans qu'ils le voient. Ils sont avec nous du matin au soir. Donc c'est aussi les rendre acteurs du rôle des enquêtes de satisfaction et des travaux qui sont portés à court, moyen et long terme dans une structure. Je pense que ça c'est une démarche qui peut fonctionner pour intégrer du numérique dans le bon sens et pour un meilleur engagement de nos étudiants. J'avais fait à l'époque une table ronde avec Bazin, le patron d'Accor, qui me disait le pouvoir à changer de camp, c'est le client qui tient le pouvoir dans les hôtels avec le booking et les avis. Alors, sans aller jusque-là, parce qu'il reste des profs quand même, Alain, vous me rassurez, chez vous, et à l'université. Est-ce que finalement, le digital vous a pas tous imposé à aller regarder ce qui se passe sur Amazon ou dans le retail ou voir dans le luxe pour voir, parce que l'expérience client, c'est pas qu'un questionnaire. Avec je suis content, je suis pas content. C'est aussi les nouveaux services additionnels, c'est la capacité à se projeter, la capacité à aller au-delà de simplement une offre basique. Oui, alors merci pour la question, parce que je crois que la pire des manières d'appréhender le sujet de l'expérience étudiant, c'est de le raisonner par outils. Et je pense qu'il faut le raisonner plutôt en termes de philosophie et de philosophie d'organisation. Je m'explique. Ma conviction, c'est que l'enseignement supérieur vit son moment de disruption. Alors le terme est un peu galvaudé, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que le modèle qu'on a tous connu depuis des décennies est voué à disparaître, voire en tout cas être très profondément transformé, parce qu'on le voit bien dans les entreprises, on le voit aussi au niveau des GAFA et des acteurs du numérique. Tout le monde y va de sa petite pierre pour gérer ces problématiques de formation et de monter en compétence en fait de ces équipes. Donc du coup, nous en tant qu'acteurs de ces sujets de formation et d'enseignement supérieur, on doit gérer ce moment de disruption et il est largement temps en fait de transformer nos modèles. Une fois qu'on s'est dit il faut transformer nos modèles, ta question c'était par quoi on commence. Du coup, il y a des choses qui ont été citées. Au niveau de Neoma, en fait, il y a 3 sujets sur lesquels on travaille actuellement. Il y a tout d'abord le modèle pédagogique et ça fait maintenant quelques années qu'on est sur cette pédagogie dite expérientielle avec un certain nombre d'outils qu'on va mobiliser, que ce soit le campus virtuel persistant dont on parlait ou nos études de cas en réalité virtuelle. Donc, on voit bien que finalement, la réponse technologique dite des technologies immersives est une réponse technologique à une question de départ qui est comment je déroule de la pédagogie profondément expérientielle. Le deuxième sujet sur lequel on travaille beaucoup, et ça a aussi été évoqué, c'est de redesigner en fait l'expérience pédagogique, c'est-à-dire qu'il n'y a rien de pire de numériser quelque chose qui était fait en format très top-down, lecture, cours magistral, en amphi, puis de dire je vais filmer un prof pendant 3 heures, puis le diffuser en streaming, et hop, ça va faire le job. Bon, ça ne fait pas le job dans la salle de classe, ça ne le fera pas plus comme par miracle en ligne, ça ne marche pas du tout comme ça. Donc il y a un vrai sujet de redesigner l'expérience pédagogique dans la salle de classe pour tenir compte de tout un tas de paramètres au niveau des générations d'étudiants avec lesquels on travaille, mais également évidemment à travers les différents outils du numérique.
Et puis, il y a le dernier gros volet sur lequel on travaille aussi beaucoup, qui est moi ce que j'appelle la data-driven organization. Alors, j'allais en parler. Merci, Alain. Et en fait, c'est un vrai sujet. C'est-à-dire que aujourd'hui, une organisation, c'est vrai pour nos écoles, c'est vrai pour nos universités, mais c'est vrai en fait pour toute organisation, doit se doter de compétences assez fortes sur le sujet de la data. Mal gérer la data revient à ne pas être en capacité de suivre en fait tout simplement l'expérience. Voilà, et du coup de créer effectivement l'expérience ad hoc. Et le dernier point qu'il ne faut pas négliger non plus, c'est que dans tout ça, on doit aussi accompagner en fait nos étudiants. Parce que trop souvent, moi j'entends ah bah oui, mais de toute façon, vous travaillez avec la Gen Z, ils sont digital natives, etc. Oui, mais sauf qu'on confond, ils sont nés avec le numérique, mais pour autant, ils ne le maîtrisent pas nécessairement. Et en fait, il y a une pédagogie, mais juste colossale à opérer au niveau de nos étudiants autour de la culture numérique pour les mettre en situation, quelque part aussi, de tirer complètement parti et bénéfice de ce qu'on va proposer comme expérience et comme outil. Je vous avais dit que ce webinaire serait d'une intelligence rare. Tout ce qu'on a entendu, on est au cœur de la machine, Jean-Charles. Vous faites de l'excellence académique, donc vous êtes obligé d'aller encore plus loin. C'est une battle d'idées là en ce moment. Et je reprends mon idée, hein, c'est ce regard croisé avec le retail, l'hôtellerie, le luxe. Tout ça vous impose, parce que l'expérience, et comme Alain Goutet l'a dit, hein, les data aussi impactent l'expérience. C'est pas qu'un questionnaire, donc on voit bien. En fait, on est passé d'un monde, faut pas oublier, c'est dans le monde de l'éducation, globalement, historiquement, c'était quoi? C'était des profs, un prof, avec des étudiants dans une salle de cours. Globalement, c'était ça, historiquement. Maintenant, dans le monde dans lequel nous vivons, ça peut être toujours ça, bien sûr, mais on parle d'univers d'apprentissage. On ne l'a pas forcément utilisé encore là depuis 50 minutes, mais on parle vraiment d'un univers d'apprentissage. Alain l'a très bien évoqué avec le métaverse, mais on est dans une expérience de l'apprenant au sens large. Du coup, aussi en termes de digital, on arrive avec du contenu pédagogique qu'il faut mettre dans un LMS, dans cet univers d'apprentissage. Peut-être qu'il va y avoir des moments asynchrones, donc ça veut dire qu'il va falloir faire des captations vidéo, mais bien évidemment, vous vous doutez bien que ce n'est pas le prof qui va s'enregistrer dans sa salle de bain. Donc ça veut dire que depuis quelques mois, quelques années, font apparaître des nouveaux métiers qui arrivent dans notre monde à nous, le monde de l'éducation. Et ces nouveaux métiers, eh bien, du coup, il faut s'aligner. Et ces nouveaux métiers, ils viennent du monde des médias, ils viennent du monde de l'entertainment d'une manière générale. Et du coup, il faut qu'on se mette à cette logique-là. Et c'est la raison pour laquelle je vais poser la question, non pas dans ce sens-là, mais dans l'autre, en disant finalement, qui sont nos concurrents? Peut-être que nos concurrents ne sont peut-être pas que les personnes que nous avons dans ce live, mais peut-être aussi des personnes qui viennent justement de médias. Peut-être que, je ne sais pas, je dis une bêtise, à TF1 ou Disney Channel peut être un concurrent de nos écoles. Pour quelle raison? Parce qu'après tout, ils ont que à se mettre sur une dimension de formation ou de pédagogique. Et puis voilà. Gérald parlait de ses enfants. Moi, je pourrais parler de mes enfants qui sont un peu plus petits. Les C'est pas sorcier, pour ceux qui connaissent. Voilà, c'est de la pédagogie. Donc, on délivre certes des diplômes dans nos écoles et universités, mais quelle est cette barrière à l'entrée que pourraient avoir d'autres secteurs d'activité qui pourraient très bien venir nous concurrencer dans notre propre chasse gardée. Bon, ça bouscule tout ce qu'on dit. Gérald, on l'a bien vu, les pure players, alors vous en êtes un peu plutôt sur l'aspect solution, mais les plateformes notamment pourraient avoir un rôle, on l'a bien compris, comme des acteurs d'éducation. C'est ça qui est mis en creux. Et du coup, avec une expérience, une approche en tout cas radicalement différente. C'est vrai que ce qui a été dit nous permet de projeter un peu dans un avenir probable ou pas, je ne sais pas. Pour rebondir sur ce que disait Jean-Charles, effectivement, on a essayé de faire du tout numérique un peu partout. Et il y a une dizaine d'années, j'ai participé à une conférence avec un de mes anciens employeurs. On avait 90 écoles et quasiment 1 million d'étudiants dans le monde sur différentes universités. Et puis, le CEO, le directeur général d'université au Brésil parlait justement de vidéos, de délivrer ses cours en ligne. Et un élément qu'il avait partagé, c'est que c'est un nouveau métier.
Et il a créé des équipes qui avaient la compétence ou auprès desquelles il a développé la compétence pour créer ce contenu-là et a laissé les profs qui avaient la compétence pour délivrer des cours en présentiel continuer à faire ce qu'ils faisaient très bien. Et c'est vrai qu'on voit émerger de nouveaux rôles, de nouvelles compétences, de nouvelles activités. Et on ne doit pas négliger aussi le développement des personnes. Une autre chose qu'il avait dite, et on parle justement de cette transformation dans l'éducation, il indiquait que c'était plus facile de changer le cours de l'histoire qu'un cours d'histoire. Je trouvais que j'adore. Ce genre de transformation, parce que de nouveau, ce service doit être pour les étudiants. Et on a tendance aussi à se dire, mais on sait ce qu'on doit délivrer, on sait comment. Et d'où l'importance de collecter aussi le retour et la valeur ajoutée qu'on leur apporte pour adapter ces solutions et vraiment délivrer un impact aux étudiants. Alors, Pierre, est-ce qu'on peut changer le cours de l'histoire à l'université? Et moi, je rebondis pour finir, parce que déjà, ça va faire 1 heure qu'on est ensemble, sur les data. Et c'est Alain qui dit on est dans un monde data-driven. Et il est compliqué de les collecter, il est compliqué surtout de les analyser et d'en faire un outil prédictif. Comment vous, parce que ça aussi, c'est l'expérience étudiant, j'imagine, puisqu'on peut suivre mieux l'étudiant, donc l'accompagner vers la réussite et l'employabilité. Comment justement ce point-là évolue? Alors d'abord, je réponds à la première question. Est-ce qu'on va révolutionner l'enseignement? On a eu la même question il y a 10-15 ans quand les MOOC sont arrivés. Et puis finalement, les MOOC, quand on regarde qui suit les MOOC, c'est des gens qui ont déjà un doctorat, qui font de la formation après coup, formation tout au long de la vie, comme on dit maintenant. C'est pas trop la formation initiale. Hein. Et pareil, avec le Covid, on s'est rendu compte que nos étudiants, ils voulaient absolument revenir en classe pour tous les aspects sociaux, pas forcément pour suivre les cours, mais pour tout ce qui est à côté. Et l'apprentissage, nous, êtres humains, nous sommes des animaux sociaux. Et l'apprentissage, c'est une opération, c'est une activité sociale par essence et qui fonctionne bien quand on a un groupe. Effectivement, on le vit tous dans nos promotions d'étudiants. Ils apprennent mieux quand ils sont ensemble, quand on les fait travailler ensemble, etc. Et donc, le tout numérique me paraît compliqué sur cet aspect social. Et on a encore beaucoup de temps devant nous avec des salles de classe et des étudiants dans nos salles de classe pour ces raisons fondamentales de l'apprentissage qui est une activité sociale. Donc, on accompagne par des outils numériques comme il y en a dans tous les domaines de la vie aujourd'hui. J'ai bien compris que vous m'aviez retoqué tout à l'heure en me disant, écoutez, monsieur Gilbert Azoulay, ça fait longtemps qu'on est déjà avancé. D'accord. Alors, répondez à la question sur les datas. Alors, où est-ce qu'on en est? Les data. Il y en a plein des données dans une université, dans une école. Il y a des sujets sur lesquels on est avancé. Je dirais que quelque part, les politiques sont en place. C'est ça l'expérience aussi. Qui sont du côté de la science ouverte. Voilà. Donc là, les données de la science, c'est un sujet dont on parle beaucoup. L'éducation ouverte, on en parle un petit peu moins. C'est des choses qui avancent et c'est compliqué parce qu'on parle de données à caractère personnel. Et donc, on ne peut pas faire ce qu'on veut avec et il faut vraiment faire très, très attention quand on manipule des données liées à des étudiants. Alors, c'est compliqué de les collecter. Les collecter, ce n'est pas très compliqué. Les outils numériques laissent des traces. Vous avancez sur son chantier ou pas? Oui, on avance sur ces chantiers-là. Les outils numériques laissent des traces. Donc, à chaque fois qu'un étudiant se connecte sur un de nos outils numériques, on sait ce qu'il y fait. Voilà. Donc, on a plein de traces, des outils de scolarité, de gestion d'enseignement, même la connexion Wi-Fi, le passage en bibliothèque. Voilà. Les traces, on les a. Après, l'analyse de ces traces d'apprentissage, comme on les appelle, c'est des choses qu'on regarde. Donc, il y a des activités de recherche autour de ces questions-là qui sont assez développées. Mais passer en production à l'échelle d'un établissement, ce n'est pas facile. Donc, nous, à l'Université de Lille, on a mis en place une infrastructure logicielle qui permet de récolter les données, de les stocker dans un entrepôt de données et ensuite de les extraire et de faire tourner des analyses dessus. L'infrastructure est en place, les usages ne sont pas en place encore. Donc, il y a un gros projet national de travail sur des tableaux de bord pédagogiques qui essaye en ce moment, financé et copiloté par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche,
de proposer un outillage pour avoir des tableaux de bord pédagogiques qui permettent à l'étudiant de savoir un peu plus en avance où il se situe dans sa promotion, par rapport aux promotions précédentes, est-ce qu'il est en retard sur la progression ou pas, et à l'enseignant aussi de repérer les décrocheurs, en particulier quand on a des gros groupes. Les grands groupes, c'est pas facile de repérer les décrocheurs, ils viennent pas, donc on les voit pas. Donc, et de pouvoir remédier à ces choses-là ou alerter les étudiants, proposer des activités complémentaires ou un accompagnement particulier. Donc, on se saisit de la question, c'est quand même pas facile à faire. Alors, on va aller voir nos amis des écoles qui adressent des structures plus agiles, si je puis dire, parce que plus petites. Est-ce qu'au fond, ce monde data-centrique ou student-centrique passe par la data? Parce que l'expérience étudiante, c'est un questionnaire, vous l'avez dit, Nathalie, mais c'est aussi la capacité de l'institution à faire du proactif, à aller chercher l'étudiant quand il y a une dérive, à lui proposer des solutions éventuellement. C'était une question. Non, je t'accompagne sur la réponse. D'accord. Non, mais bien sûr que ce n'est pas qu'une enquête de SAT, mais une enquête de satisfaction, quand même, est un reflet des gros irritants. C'est la base. Le plus important, surtout, c'est ce qu'on en fait, parce qu'ils peuvent remplir les enquêtes de la Terre. Si personne n'en fait rien, ça n'a aucune utilité. Alors après, la question, globalement, ce qu'on fait des data, déjà, c'est qu'on est des établissements, comme tu le disais, avec 10 000 étudiants. Il y a aussi une limite dans la capacité aussi à générer de la data suffisamment intelligente pour structurer un certain nombre de choses. Donc, c'est peut-être une chance pour Pierre, au niveau de l'université, d'avoir plus d'étudiants. En tous les cas, je crois qu'il y a plusieurs sujets. Encore une fois, c'est assez large. Alors, quand il reste une minute, c'est un petit peu compliqué de répondre. Mais je prends notre exemple sur la structuration d'un centre de R&D en IA à Montréal. C'est pas pour rien. C'est tout simplement parce qu'à un moment donné, on a besoin d'aller chercher des compétences qui sont déjà plutôt à la pointe à certains endroits du monde, pouvoir structurer aussi des choses qui vont nous permettre d'avancer un peu plus rapidement que si on devait tout faire maison. Et que pour ça, il y a aussi des outils assez simples qu'on peut mettre en place et qui permettent d'avoir aussi des retours sur l'expérience étudiante assez rapidement. Et tout bêtement, aujourd'hui, intégrer un chatbot, il n'y a rien de plus simple, mais c'est aussi éminemment important d'avoir ce type de choses qui permettent à la fois de libérer de la bande passante pour des collaborateurs qui peuvent avoir une expérience plus riche et directe avec des étudiants qui sont dans le besoin, qui ont un vrai sujet, au lieu de répondre 50 fois à la même question. Donc ça, c'est intéressant. Ça permet de créer des scénarios conversationnels et à travers ces scénarios conversationnels, de pouvoir observer sur plusieurs campus la capacité à avoir la même réponse. Donc, c'est paraît tout bête d'intégrer un chatbot, mais c'est une vraie pieuvre de transformation dans l'école. C'est ce qu'on a structuré depuis 2 ans. Voilà, donc il n'y a pas non plus la nécessité derrière data, IA, d'y voir en fait aussi des mondes qui sont assez encore aussi pas forcément évident dans les écoles de management, mais on peut aussi faire des étapes intermédiaires et sur lesquelles, en fait, on revient à l'expérience et elle peut être plus qualitative. Je peux me faire le porte-parole d'Alain, qui avait proposé que toutes les écoles rassemblent les data pour en faire une sorte de mouse entrepôt à data. Et là, je pense qu'il y aurait peut-être des choses à faire. Voilà, Alain, je ferme la parenthèse. Je l'ai proposé à la CDEFM. Je crois qu'Alice Guillon et Christophe Germain le savent et l'ont envisagé dans les projets. Donc, il y a des choses qui sont en train de se structurer aussi à ce niveau-là. Après, la CDEFM a 1 an d'existence. On ne peut pas tout lui demander compte tenu des gros enjeux qu'on a eu sur la Covid. Mais je sais que le point est pris et Alain le sait aussi. Ah bah Alain, il faut annoncer les bonnes nouvelles. Parce que là, vous aurez petit à petit. Personnes. Et Nathalie vient de le faire. Teasing, on n'en dira pas plus. Oui, parce que Nathalie, quand elle a dit que quand vous êtes 80 000, finalement, c'est une chance. Quand on est 10 000, on n'a peut-être pas assez de matériel, mais là, finalement, vous les aurez. Et la data, finalement, on pourra, le fameux data-driven dont vous parlez, quoi. Non, mais c'est pour ça qu'après, tu auras un webinaire Campus Matin rentrée 2023 et peut-être qu'on ajoutera des choses. Comment vous faites Alain, je ne sais plus la question que j'avais posée. Oui, data-driven, juste revenir dessus, puisque c'est toi qui as lancé le sujet. Ça y est, je me suis lâché, je tutoie tout le monde, vous avez remarqué. Mais fais-toi plaisir. Oui, ce data, est-ce qu'on y est vraiment? Parce que moi, j'ai vu des scénarios dans les écoles, alors qui vont du métaverse à l'entrepôt des données, le suivi en temps réel, le portfolio des compétences, bref, toute une série d'outils. On se dit, mais c'est merveilleux si ça marche. Est-ce qu'on y est là?
Alors, Nathalie a en partie répondu à la question. Concrètement, on aimerait bien y être, et je vais rappeler un peu le contexte de mon histoire de Travaillons ensemble autour de la data, parce qu'en fait, même avec 80 000 étudiants, on reste tout petit face à des acteurs qui sont capables d'agréger les données de millions, voire dizaines de millions, voire centaines de millions de profils. Et je maintiens que effectivement, c'est dans le cadre de ce que je décrivais, en termes de concurrence de ces acteurs du numérique, c'est bien à cet endroit-là que ça se situe. C'est-à-dire qu'une fois qu'on parle de la data, on a beaucoup de compétences à acquérir, beaucoup de réflexes et une vraie culture de la donnée à développer. Nous, c'est vraiment ce à quoi on s'emploie. D'un côté, j'ai envie de dire du spectre, et de l'autre côté du spectre, Pierre le rappelait, effectivement, enfin, si les infrastructures ne sont pas taillées pour pouvoir donner vie et donner corps finalement aux différents dashboards ou tableaux d'analyse, tableaux de bord pour tel ou tel acteur dans nos organisations, ça n'aura pas grand sens. Donc à la question, est-ce qu'on y est si tu nous compares par rapport au GAFA, la réponse est clairement non. On est encore à des années-lumière. Pour autant, est-ce qu'on doit y aller? La réponse, à mon sens, il n'engage que moi, c'est clairement oui, parce que notre capacité, on l'évoquait tout à l'heure, à mettre en place une expérience qui soit performante, ça implique d'être en capacité de mesurer ce qui se passe sur pas mal de sujets. Mettre en place une expérience qui va être personnalisée, ça implique là aussi d'être en capacité de mesurer un certain nombre de choses et du coup de pouvoir agir. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe très concrètement? Pour le coup, on met en place un certain nombre de projets pour commencer à développer cette culture-là. Alors par exemple, nous on croit beaucoup à cette dimension de l'adaptive learning qu'on commence à tester en fait avec une plateforme qui va nous permettre, j'évoquais tout à l'heure le numérique qui se loge entre deux séances en présentiel. C'est exactement notre manière d'utiliser l'adaptive learning, c'est-à-dire que ça nous permet en fait de regrouper, de repérer les étudiants qui vont avoir davantage nécessité finalement de rappel, peut-être autour de certains concepts, certains outils, certaines méthodes, et de regarder comment ils réagissent en fait par rapport à ces rappels-là, pour pouvoir du coup remonter de la data qui est structurée et pouvoir agir en fait sur les rappels ultérieurs qu'on va leur faire sur telle ou telle notion. Et donc du coup, la trajectoire d'apprentissage, travailler de cette manière-là, ça nous permet entre chaque séance de réhomogénéiser quelque part le niveau d'apprentissage de notre groupe classe et après d'être beaucoup plus efficient au moment des périodes en présentiel et évidemment d'arriver en bout de curriculum avec un très bon niveau en fait d'expertise et de performance sur l'apprentissage de telle ou telle discipline. Jean-Charles, commentaire, oui. on passera la parole à Gérald et après on se quittera parce qu'il est quand même tard. Ouais, bon, juste pour compléter, effectivement, bon, je souscris à ce que dit bien évidemment Alain et puis Nathalie. Peut-être pour compléter ou pour préciser des choses, il ne faut pas oublier une chose, nos écoles, enfin en tout cas, je vais parler pour le Lyon, depuis de très nombreuses années, on a toujours mis de côté cette notion de la data. Pourquoi? Parce qu'on se disait, notre cœur, c'est quoi? C'est l'étudiant, et terminé, on ne se pose pas de questions. Donc, ce n'était pas trop un sujet. Mais clairement, depuis quelques années, ça devient un sujet. Et pour plein de raisons. Parce que c'est un sujet, on a 12 à 13 000 étudiants et participants, parce qu'on a pas loin de 40 000 diplômés. Donc, il faut de nombreux partenaires économiques et d'échanges académiques et autres. Bref, on a de quoi quand même s'occuper et de travailler sur la donnée. Et pour compléter, je ne vais pas prendre l'axe data côté pédagogue, je vais prendre data aussi pour tous les autres aspects. Parce que quand on est une école, on a besoin de la data aussi pour les accréditations internationales. Et pour plein de raisons autres qui font qu'il faut qu'on récupère effectivement ces data. Et puisqu'on est justement avec Salesforce, on a parlé d'applications, on a parlé de plein de choses, mais tout ça ne vaut que s'il y a du flux de données qui passe dans les tuyaux et de se dire, finalement, est-ce qu'on a bien les bonnes informations à exploiter, etc. Et on travaille régulièrement aussi avec Salesforce pour faire en sorte que ces datas puissent arriver aux bons endroits
avec les bons outils. Et donc, ce n'est pas forcément évident parce que, on l'a évoqué, c'est des dizaines d'applications qui peuvent se marcher un peu sur le pied. Ça, c'est peut-être la magie de l'informatique aussi. Et du coup, il faut que ça soit fluide dans ces datas. Donc, c'est effectivement un enjeu crucial. Et à l'EM Lyon, d'où on en est là-dessus, globalement, depuis 1 an et demi, on a ce qu'on appelle une initiative data au niveau du système d'information pour lesquels on est en train de mettre en place un nouveau système d'information à l'école sur 2 à 3 ans. Et il y a un gros budget d'investissement de plusieurs millions d'euros par an sur cet enjeu data. Donc, c'est un vrai sujet au niveau de l'école, en tout cas. Bon, Gérald, je ne sais pas de Suisse comment vous voyez notre débat, mais en tout cas, ça dépote quand même. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que des idées absolument capitales ont émergé. Mais alors, certes, on en a déjà parlé beaucoup, mais là, on voit bien, on met des mots sur des concepts et des actions éventuellement sur des enjeux capitaux pour toutes celles et ceux qui dirigent un établissement d'enseignement supérieur. Le mot de la fin, Gérald, sur ce que vous avez retenu comme opérateur, comme fournisseur de solutions également. Ce que je retiens, c'est que les personnes se posent les bonnes questions pour le futur. On parlait des données, on parlait des solutions. Donc, les réflexions sont là. Je pense aujourd'hui que les solutions technologiques sont matures en ce qui concerne l'intégration, les différents services qu'ils peuvent délivrer. On parlait des rapports et de l'exploitation de la donnée. Donc, le gros du travail, on le disait au début de ce webinaire, c'est les investissements. Les investissements dans la technologie ont toujours été des challenges par le passé dans l'éducation. Ça veut dire qu'il y a une transition qui doit s'effectuer pour renforcer ce secteur d'activité pour le futur. Et c'est quelque chose qu'on voit apparaître maintenant. Le développement aussi des compétences et des nouveaux métiers, des nouvelles compétences pour exploiter ces solutions-là. On utilisait dans une formation sur les stratégies digitales le tracteur du paysan qu'on va laisser au milieu du champ. On ne sait pas comment l'utiliser. On sait qu'il a du potentiel, mais finalement, s'il reste ici, il ne va rien nous apporter du tout. Et dans la technologie, c'est exactement pareil. On mentionnait la donnée, on doit avoir des nouveaux métiers, savoir comment exploiter la donnée, savoir quelle valeur on peut apporter à l'institution. Si les données sont présentes avec la solution technologique, l'exploitation est encore autre chose. Donc, il y a beaucoup de travail à faire. C'est un travail humain. On travaille dans un secteur d'activité qui met l'humain au centre. Et c'est exactement ce qu'on doit faire aussi sur la partie développement futur et intégration, implémentation de nouvelles solutions. Les technologies sont là. Maintenant, il faut mettre les personnes en place pour pouvoir avancer avec. Vous avez fini un peu figé, Gérald, si je puis dire. Je suis toujours là. On a bien compris. Pierre Boulet, merci beaucoup. On souhaite bon vent à l'Université de Lille. Hein. Vous avez rappelé, première université de France, quand on y pense, 80 000 étudiants. C'est gigantesque à adresser et j'imagine, vous dormez bien, rassurez-moi, parce qu'on se dit quand ça bug quelque part, mon Dieu, ça ressemble à quoi la journée du VP? Je dors bien, pas assez, mais je dors bien. Nathalie, Hector, merci pour Schema Business School. Alain Goudet, directeur général adjoint de Neoma Business School. Jean-Charles, pardonnez-moi. Jean-Charles à l'EM Lyon, on vous souhaite à tous bon vent et plein de bonnes choses pour la suite. En tout cas, je peux vous souhaiter de bonnes vacances. Bonnes vacances ici à toutes celles et ceux qui nous regardent. C'est bientôt. Et on se retrouve à la rentrée sur Campus Matin, sur Newsstand, bien entendu, et sur nos événements. Merci à tous. Un grand plaisir et merci. Au revoir. Au revoir. Merci à tous. Merci à tous. Au revoir.